Donc, en matière de sel, il se trouve que c'est la 20e année, c'est le 20e anniversaire à peu près du vote de la loi du 31 décembre 1990 qui a porté création de la SEL. Alors, quelle était la situation avant le vote de cette loi? Eh bien, il y avait deux catégories de professions libérales. Vous avez certaines professions libérales comme les pharmaciens, les laboratoires d'analyse, les experts comptables, les commissaires aux comptes, et puis les architectes et les géomètres. Ils avaient la possibilité de créer des sociétés à l'impôt sur les sociétés. Et donc, pour ces professions libérales, la loi du 31 décembre 1990 n'apporte pas grand-chose. Et puis, il y avait aussi, avant cette loi, essentiellement dans les professions médicales, des gens qui n'avaient pas accès à l'impôt sur les sociétés. Et en plus des professions médicales, il y avait les avocats, voilà, essentiellement les vétérinaires et certainement les huissiers de justice. Donc, effectivement, pour ces libéraux-là, la loi du 31 décembre 1990 apportait une innovation importante dans la mesure où ils pouvaient bénéficier de la fiscalité de l'impôt sur les sociétés. Donc, ce que l'on a constaté, c'est que cette loi est essentiellement rédigée à la demande des avocats, a été fort mal accueillie par les professions médicales. Bon, alors, il s'est écrit beaucoup de choses, pour, contre, et beaucoup de bêtises. Dans l'ensemble, il y a toujours eu un consensus pour admettre qu'en période de fonctionnement, la fiscalité de l'impôt sur les sociétés est et restera probablement à l'avenir plus favorable que la fiscalité de l'IR, donc les BNC pour les professions libérales. Il y a deux points d'achoppement. C'est comment passer du BNC à la CELAR l'IS ou à la Société d'exercice libéral IS, et ensuite qu'est-ce qui va se passer lorsque le libéral cesse son activité. Bon, il se trouve que, en tant que praticien, moi j'ai été essentiellement sollicité par des libéraux qui étaient seuls, qui voulaient rester seuls et qui en avaient assez de payer de montants excessifs de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire de cotisations sociales et d'impôts. Donc, si vous voulez, moi j'ai développé des solutions pour répondre à la demande que je recevais. Alors évidemment, pour beaucoup de gens, la société d'exercice libéral, c'est un exercice à plusieurs professionnels, bien sûr que c'est possible, mais c'est pas cette façon-là que j'ai privilégiée, parce que lorsque je suis sollicité par un couple qui exerce la même profession et dans les mêmes locaux, j'ai toujours essayé de les persuader de créer deux SEL et non pas de créer une SEL unique. Bon, il est évident, actuellement, les gens qui ont voulu diaboliser la SEL n'ont plus guère de crédit, donc il y avait notamment les associations de gestion agréées, qui ont compris qu'avec la SEL, elles allaient perdre leurs adhérents. Et puis vous avez aussi les caisses de retraite ou les organismes sociaux qui ont très rapidement compris qu'un praticien en SEL, c'est quelqu'un qui payait de moins en moins de cotisations sociales et qu'ils ont vu que leurs ressources allaient diminuer considérablement. Et c'est d'ailleurs une des conséquences, c'est le lobbying des organismes sociaux qui ont amené les pouvoirs publics à voter en fin 2008
une loi que j'appelle la loi des 10%. En gros, on dit que lorsqu'un libéral exerce en société à l'IS, et s'il a un statut de travailleur indépendant, eh bien, les dividendes qu'il touche, qui dépassent 10% du capital et éventuellement des primes d'émission, doivent être réinjectés dans l'assiette des cotisations sociales. Donc ça, c'est un procédé très efficace pour renflouer les caisses des organismes sociaux. C'est aussi, cette contrainte, ça aussi anéantit un certain nombre de schémas que j'ai jamais encouragés et qui consistaient à dire aux libérales qui voulaient créer une SEL, c'était de dire, puisque votre clientèle ne vaut rien ou pas grand-chose, profitez-en pour la vendre très cher à votre SEL, et ensuite vous prenez un crédit bancaire sur 7 ans, voire 10 ans, ça vous fait de l'argent pas cher, enfin c'est encore à discuter. Alors ces gens-là ont créé des SEL avec un capital très faible, en général 7 500 €. C'est vrai que distribuer 750 € de dividendes, ça ne présente pas ou guère d'intérêt. Par contre, lorsque vous êtes dans une SEL et que vous êtes seul associé, la SEL peut être le réceptacle de la gestion de votre capacité d'épargne. Et dans ce cas-là, on peut se trouver en présence de SEL qui ont des réserves relativement importantes, pour ne pas dire substantielles. C'est-à-dire que dans mon cabinet actuellement, j'ai au moins une douzaine de SEL qui ont plus d'1 million d'euros de réserves. Certaines, compte tenu de l'âge du praticien, au moment de sa cessation d'activité, qui sera maintenant probablement 67 ans au lieu de 65, pourront avoir 2, 3, 4, voire 5 millions d'euros de réserve. Donc dans ce cas-là, la règle des 10% est facile à contourner. Il suffit d'incorporer tout ou partie des réserves ou du report à nouveau au capital, ce qui permet au libéral de toucher des dividendes plus substantiels. Mettons, si vous incorporez 1 million de réserves au capital, vous pouvez au moins distribuer 100 000 € de dividendes par an, ce qui est bien sûr pas mal. Donc on peut dire que cette mesure, depuis 1990, est la seule mesure qui soit vraiment défavorable à la SEL, puisque l'impôt sur les sociétés a été relativement stable. Bon, dans les cas des mesures de rigueur et de rabotage qui sont en cours, on parle de durcir, on a déjà durci la fiscalité des personnes physiques. Jusqu'à présent, la fiscalité des sociétés n'a pas été vraiment touchée. Et d'après ce que j'ai pu lire, c'est seulement les très très grosses sociétés actuellement qu'on envisagerait de faire payer davantage. Donc les petites sociétés, entre guillemets, comme les SEL, pour le moment ne sont pas en première ligne et ne sont pas actuellement sollicitées pour contribuer davantage pour combler le déficit de la France et par là même sauver l'euro. Donc voilà, au niveau fiscal, je pense qu'il y a eu plutôt d'agréables surprises en matière de SEL. Alors en matière sociale, bon, je vais faire assez bref. Donc très rapidement, après la création des SEL, certaines caisses de retraite, notamment des chirurgiens dentistes et les médecins, sont rendus compte qu'elles perdaient les cotisations. Et donc, par des procédés divers et variés, elles ont voulu récupérer des assiettes imposables supérieures, et notamment chez les chirurgiens dentistes et les médecins, ils ont décidé, au niveau de leur conseil d'administration, d'inclure les dividendes. Donc il y a eu des procédures
les procédures ont abouti à des contradictions entre la Cour de cassation et le Conseil d'État, donc il fallait que le législateur intervienne, et comme je l'ai dit, il est intervenu en fin 2008, mais les textes étaient tellement mal rédigés qu'il a fallu attendre août 2010 pour savoir ce qu'il fallait comprendre. Bon. Ceci dit, ceci ne touche que les gérants majoritaires de CELARS, c'est-à-dire des personnes qui sont rattachées au régime des travailleurs non salariés. Par contre, les gens qui veulent créer ou qui créent actuellement des CELAS, il y a toujours d'ambiguïté et il faut toujours se bagarrer parce que les textes ne sont pas en harmonie. Donc, la question que je me pose, est-ce qu'il faut attendre 10 ans de procédure pour savoir de façon indiscutable comment il faut traiter les mandataires sociaux, c'est-à-dire le président ou le directeur général d'une CELAS ou d'une CELAFA. Bon, ça c'est quand même dommage que dans un pays comme la France, on crée des lois et puis 20 ans après, on se pose des questions comment il faut les appliquer. Mais c'est la réalité. En 2 mots, l'alternative CELAS, à mon avis, qui avait été plus ou moins négligée à l'origine, revient d'actualité parce que pour créer une CELAS, maintenant, il n'y a plus de capital minimum. Donc on se retrouve à égalité avec la CELARL. Et deuxièmement, les petites CELAS n'ont plus besoin de commissaire aux comptes. Donc, si vous voulez, l'accès est plus facile. Actuellement, moi, en dehors de la confusion qui règne sur quel régime social il faut rattacher le président ou le directeur général d'une CELAS, moi, je pense que soit la profession libérale est assujetti à la TVA, par exemple, vous êtes pharmacien, vétérinaire, etc. Donc, pour moi, c'est une alternative intéressante. Par contre, si vous êtes médecin ou chirurgien dentiste, c'est-à-dire que vous avez une activité qui est hors du champ de la TVA, à mon avis, la CELAS ne présente guère d'intérêt parce que la rémunération du président ou du directeur général est assujetti à la taxe sur les salaires et la taxe sur les salaires, ma foi, ça tue c'est assez cher et ça tue l'intérêt de faire la CELAS. Donc, pour moi, lorsque on est un praticien qui a une activité hors du champ de la TVA, la CELAS, c'est pour moi une mauvaise solution parce que la rémunération du mandataire social est assujettie à taxe sur le salaire, en plus du fait qu'il y a des incertitudes sur le régime social qu'il faut appliquer. Par contre, si vous êtes vétérinaire, pharmacien, donc assujetti à la TVA, là, il n'y a pas de taxe sur les salaires, et c'est une alternative qui me paraît intéressante, qui mérite d'être examinée. Ensuite, beaucoup de gens se posent la question, bon, actuellement, on est dans une période d'instabilité fiscale, et donc, effectivement, l'impôt sur les sociétés extrêmement favorable pour le libéral. Est-ce que demain ou après-demain, ça sera toujours le cas? Évidemment, personne ne peut répondre à ce type de questions. Ce qu'on peut dire, et éventuellement, on pourra poser la question au professeur Régnier qui va faire un panorama de l'évolution de la fiscalité patrimoniale, c'est qu'actuellement, les sociétés à l'IS, à l'exception des plus grandes, c'est-à-dire qui font un peu plus de 500 millions de chiffre d'affaires par an, pour le moment, l'IS n'a pas bougé. À supposer que l'IS devienne prohibitif, pourquoi pas? À ce moment-là, le praticien n'est pas prisonnier de sa CELARL, il faut simplement qu'il augmente sa rémunération. Au fur et à mesure qu'il va augmenter sa rémunération, eh bien, il va diminuer l'assiette
imposable à l'impôt sur les sociétés, et au pire, on va se retrouver dans une SEL qui fonctionne comme un BNC. Alors évidemment, je parle, ce que je voudrais, bon, une fois que j'ai fait cette introduction, si peut-être il y avait des questions, puisque des remontées des autres week-ends patrimoniales, c'est qu'on n'avait pas assez prévu de temps pour répondre aux questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur l'évolution de la SEL, des choses qui ne sont pas claires, comment vous voyez les choses? Bon, donc c'est formidable, Disons, il y a aussi une idée, qui dit que les SEL, ça correspond aux besoins des libéraux qui génèrent soit des très gros chiffres d'affaires et qui ont des très gros revenus. Bon, c'est évident que les SEL ont un effet de levier très favorable, effectivement, pour les professions libérales qui génèrent un très fort chiffre d'affaires ou qui génèrent des résultats importants, mais vous avez des professions médicales ou paramédicales qui sont beaucoup plus modestes, ne serait-ce que les médecins généralistes, les infirmiers ou les kinés. Est-ce que ces gens-là ont intérêt à faire une SEL? Bien sûr, on ne peut pas promettre les mêmes résultats, mais je pense que même pour ces professions médicales et paramédicales, donc qui ont des revenus modestes, l'intérêt de la SEL demeure toujours, mais effectivement, il faut attendre des résultats en proportion. Donc ce qui est intéressant pour ces professions-là, c'est que dans une SEL, vous avez à l'IS, vous avez une tranche d'imposition imposable à 15%, donc effectivement elle est plafonnée, à mon avis, elle est plafonnée à 38 120 € par an, et compte tenu des difficultés budgétaires de l'État, il est peu probable que cette tranche de 38 120 € augmente, sauf si Bruxelles prenait l'initiative de favoriser davantage qu'elles ne le sont actuellement les petites et moyennes entreprises. Donc, en général, comme la plupart de ces professionnels sont mariés, que le conjoint a une activité professionnelle, avoir 38 120 € de bénéfices taxés à 15%, c'est quand même intéressant. Ensuite, au niveau de la distribution des dividendes pour un couple, bon, j'arrondis, il y a environ tous les ans 6 000 € de dividendes qui peuvent être appréhendés sans prélèvement fiscal. Bon, 6 000 €, vous pouvez me dire, c'est pas beaucoup. Mais au bout de 10 ans, ça fait 60 000. Au bout de 20 ans, ça fait 120 000. Donc, je pense que même pour les professions médicales ou paramédicales qui ont des revenus modestes par rapport à d'autres, la SEL peut apporter quelque chose. Mais effectivement, ça ne sera pas pareil. Donc, si je reçois un kiné ou un infirmier ou une infirmière, bon, sans risque de me tromper, je pense qu'en passant en SEL, ils peuvent améliorer leur train de vie de l'ordre de 1 000 voire 1 500 € par mois. Ben, c'est toujours ça de prix, si vous voulez. Par contre, si je tiens le même discours à certaines autres professions, 1 000 €, 1 500 € par mois, c'est pas tellement significatif. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de l'intérêt de passer en SEL lorsqu'on a une activité dont la rentabilité est modérée par rapport à d'autres, quoi. Et dans l'absolu, il y en a plein. Voilà, donc le régime social donc des gérants majoritaires est stabilisé. Il existe toujours des incertitudes au niveau des CELAS, mais je dis que la CELAS, en dehors des professions qui relèvent de la TVA, ne me semble pas appropriée. Donc, au bout de 20 ans, on peut dire que
en ce qui me concerne, la SEL répond aux attentes que certains y ont placées, puisqu'à ma connaissance, je n'ai jamais rencontré de libéraux qui avaient fait le passage en SEL qui soient déçus de ce changement. Alors évidemment, ce passage peut prendre des formes différentes. Bon, certains ont pu estimer que c'était raté, d'autres, mais en général, l'ensemble des gens que j'ai rencontrés et qui ont fait le saut, soit avec moi ou soit avec d'autres professionnels, sont toujours satisfaits d'avoir fait ce choix. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'on peut développer un peu la sortie de la SEL ? Ah, voilà. Voilà. Non, je n'avais pas pensé à en parler, mais merci de m'avoir posé la question parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors effectivement, ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai toujours conçu ou encouragé mes clients à utiliser leur SEL comme support de capitalisation. Ça veut dire que dans le langage comptable, on sécrète des réserves ou du report à nouveau au bilan. Bon, c'est clair que si vous avez, lorsque vous cessez votre activité, parce que maintenant, je ne dis plus lorsque vous prenez votre retraite, puisque vous savez que depuis janvier 2009, on peut prendre sa retraite, c'est-à-dire toucher sa retraite, et continuer son activité. Il n'y a plus de règles qui empêchent un retraité de continuer son activité. Bon, le seul inconvénient, c'est que vous avez 65, 67 ans, vous demandez à votre caisse de retraite de toucher votre retraite, on va vous la payer. Si vous continuez de travailler, vous allez continuer à payer des cotisations, mais ces cotisations-là ne vous apporteront pas de droits supplémentaires. Donc, il y a effectivement, j'ai dans ma clientèle, mais je pense qu'ailleurs, des CELARL qui ont capitalisé de façon assez importante, et ce qui me permet, quand j'ai l'occasion de rencontrer le docteur Gérard Modruc, de leur dire, vous aviez raison en 2001, quand vous avez écrit à tous vos confrères, osez la SEL, il y a des millions à gagner. J'ai dit, oui, effectivement, je commence à voir des CELARL qui ont permis à leurs fondateurs de mettre de côté 1 million d'euros et voire plus. Et donc, effectivement, se pose la question, au moment du départ à la retraite, que va-t-il se passer ? Alors, évidemment, il y a toujours des gens qui sont contre et qui développent des scénarios catastrophiques. Alors, il est évident que quand vous cessez votre activité, que je dissocie maintenant de la perception de la retraite, vous n'allez pas trouver un jeune diplômé qui va vous reprendre une SEL qui a 1 ou 2 millions de réserves. Ça n'a pas de sens. Donc éventuellement, si vous avez la chance de trouver un successeur et qui veuille bien verser son écho, vous encaisserez ce qu'il veut bien vous payer parce que les repreneurs se font rares. Bon, à part ça, donc alors il y a des gens qui vont vous dire bon c'est très gentil ce que vous avez fait là, mais en fait ça sert à rien puisque bon, vous arrêtez d'exercer, vous allez écrire à l'ordre des médecins ou des chirurgiens dentistes ou des vétérinaires, comme vous voulez, que vous arrêtez votre activité. Donc, il faut dissoudre votre CELARL. Ça, c'est inévitable. On ne peut pas conserver une société sans activité. Et donc, le processus de dissolution entraîne la liquidation. Si effectivement vous liquidez votre CELARL, c'est-à-dire que les associés, c'est-à-dire en général le praticien et ses proches, eh bien, lorsque la CELARL va distribuer ses réserves, point de vue fiscal, c'est assimilé à une distribution de dividendes, et donc, à supposer qu'on soit dans une SEL qui ait 1 million de réserves,
pour simplifier, la liquidation, l'État va encaisser, pour simplifier, de l'ordre de 50%. Donc on vous dit, c'est pas tellement une solution extraordinaire, parce que tout compte fait, à la fin, tout ce que vous aurez épargné, l'État va en reprendre la moitié. Bon, c'est vrai, mais c'est une hypothèse parmi d'autres, et c'est pas une hypothèse unique. Ensuite, il paraît sur Internet, parce que j'ai des clients qui regardent Internet, ils me disent, sur Internet, il y a des gens qui disent, au moment de la cessation d'activité, il faut changer l'objet social de la selle, ce qui évite de dissoudre et de liquider la selle, c'est-à-dire éviter que les réserves deviennent imposables. Alors là, je suis assez sceptique par cette solution, parce que dans la loi qui a créé les selles, il est expressément prévu qu'une selle ne peut exercer que la profession pour laquelle elle a été créée. C'est-à-dire, si vous créez une selle de chirurgien dentiste, elle ne peut exercer que la profession de chirurgien dentiste et rien d'autre, et même chose si vous êtes médecin, avocat, etc. Donc, du point de vue fiscal, lorsqu'une société change d'objet social, c'est assimilé au point de vue fiscal à une dissolution et à la création. Donc, si vous voulez, on n'échappe pas à la fiscalisation des réserves entre les mains des associés. C'est vrai. Bon, donc pour moi, cette solution n'est pas crédible. Par contre, si vous étiez à la tête d'une société non réglementée, mettons, vous êtes ingénieur conseil, il n'y a pas d'ordre, c'est une société non réglementée. Vous êtes profession libérale, ça ne fait aucun doute, mais il n'y a pas d'ordre, ce n'est pas réglementé. Alors là, votre société, il suffit de prévoir un double objet social. Je crée une société pour être ingénieur conseil, et ensuite, gestion de son patrimoine. Le jour où l'ingénieur conseil arrête son activité, la société existe, mais comme on avait déjà prévu bien antérieurement qu'elle avait un double objet social, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, le fisc ne pourra pas dire qu'il y a changement d'objet social. Donc, pour moi, ces deux solutions ne sont pas bonnes. Et effectivement, je propose, ou je prévois une troisième solution, c'est que, et c'est l'objet de mon prochain exposé, donc ça fait un peu la transition. Donc en principe, je prévois qu'au moment de la cessation définitive d'activité, pour autant que le libéral ait créé une société que j'appelle société micro-holding familiale, à ce moment-là, il va, le lendemain qu'il a envoyé sa lettre à l'ordre lui disant qu'il cesse son activité, que la selle et lui-même cessent leur activité professionnelle, on peut engager un processus d'absorption de la selle par la micro-holding. Ce sont deux sociétés qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. Actuellement, il y a un régime fiscal des fusions qui est très favorable, c'est-à-dire qu'une fusion entraîne certes quelques frais administratifs, mais n'entraîne pas de prélèvements fiscaux. C'est-à-dire il n'y a pas de revenus taxables au niveau des associés, etc. Donc, pour moi, la sortie naturelle en fin d'activité d'une selle qui a capitalisé, c'est de la faire absorber par une micro-holding. Et à ce moment-là, si on est convaincu que la micro-holding est intéressante, il ne faut pas attendre la veille de demander la radiation auprès de l'ordre pour la créer. Il vaut mieux la créer en amont le plus longtemps possible en amont. Et à ce moment-là, il n'y a pas de prélèvement fiscal. Ça veut dire que les richesses qui ont été accumulées par le libéral durant sa vie active vont être transférées sans prélèvement fiscal dans sa micro-holding. Et ensuite, comme vous savez tous très bien que vos caisses de retraite professionnelles
ne vous assureront pas un train de vie extraordinaire, mais il ne faut pas non plus être pessimiste si vous voulez croire que vous toucherez rien quand même. Alors, moi actuellement, j'ai quelques médecins quand même qui touchent environ 60 000 € par an de retraite de la CARF. Donc, bon, peut-être s'ils avaient été cadres, ils auraient pu toucher davantage, je ne sais rien. Mais enfin, autant c'est clair que pour certains, ou pour de très nombreux libéraux, leur caisse de retraite ne leur assurera pas forcément un train de vie suffisant, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et de croire qu'ils ne toucheront rien. Je crois qu'il y a un juste milieu entre les deux. Donc, eh bien, effectivement, selon les placements que vous aurez faits, soit au niveau de votre CELARL ou de votre micro-holding familial, eh bien, ça vous donnera des ressources complémentaires pour compléter les revenus qu'on peut estimer peut-être insuffisants pour maintenir un train de vie pour les retraités. Et donc, voilà, actuellement, c'est pour moi la porte de sortie qui me paraît la plus adaptée pour en fin de carrière. Alors, ceux qui ont lu mon bouquin savent que une des premières CELARL que j'ai faites, c'est pour un chirurgien dentiste du Val d'Oise qui s'appelle JD. Eh bien, JD vient de trouver, avec beaucoup de chance, il vient de trouver un repreneur pour son cabinet dentaire, donc ils vont pendant quelque temps travailler en parallèle, et puis JD prépare ses vieux jours en Corse. Donc, je pense d'ici 2 ou 3 ans, je vais faire absorber la CELARL de JD par sa holding. Et donc, il a été parmi mes clients le premier qui a créé une CELARL, et ça sera, c'est logique, un des premiers clients pour lequel la CELARL sera absorbée par sa micro-holding. A priori, je ne prévois pas de difficulté pour cette opération. Voilà, alors, après, on va me dire comment on va sortir l'argent de la micro-holding. Hein. Alors, il y a plusieurs techniques. Déjà, si le libéral a des comptes courants dans sa CELARL, dans sa micro-holding, la première chose, c'est qu'il va essayer d'encaisser ses comptes courants, parce que là, il n'y a pas de prélèvement fiscal et social. Bon, ça c'est très bien. Jusqu'au mois d'août 2011, on avait un régime de fiscal des plus-values immobilières qui était particulièrement favorable. Maintenant, on s'en aperçoit maintenant, mais bon, c'est toujours pareil. Les bonnes choses, c'est après coup, quand elles sont supprimées, qu'on s'en aperçoit. Donc, avant le mois d'août 2011, je disais, la plupart des gens qui cesseront leur activité auront dans leur environnement une ou plusieurs SCI qui a été créée il y a plus de 15 ans. Et donc, en fonction des règles fiscales qui étaient en vigueur jusqu'au mois d'août 2011, on pouvait dire, eh bien, si vous avez besoin de 50 000 €, vous vendez pour 50 000 € de part de SCI de plus de 15 ans. Et donc là, vous appréhendez de l'argent sans payer de cotisation sociale. Donc, c'était une alternative qui me paraissait agréable et confortable. Mais, comme vous devez le savoir, depuis actuellement, sous réserve de quelques mesures de transition, l'exonération des plus-values immobilières ne sera acquise qu'au bout de 30 ans. Et c'est vrai que le nombre de gens qui vont, au moment de la cessation de leur activité, auront des SCI créés depuis plus de 30 ans, il peut y en avoir, mais il y en aura beaucoup moins. Et donc, ça, c'est une sorte de façon d'appréhender de la trésorerie dans la micro-holding qui disparaît ou qui est réduite, puisqu'il faudra attendre 30 ans. Ceci dit, ça ne peut que vous encourager à conserver précieusement des SCI qui sont anciennes, parce que c'est comme le vin. Avec le temps, les SCI anciennes se bonifient. Avant, au bout de 15 ans, c'était le top. Maintenant, il faut attendre 30 ans.
Eh bien, qu'est-ce qu'il vous reste? Eh bien, il vous reste toujours la possibilité de percevoir des dividendes. La perception des dividendes, tout compte fait, c'est un régime qui est encore, j'ai dit encore parce que peut-être l'an prochain, en 2012, on va nous réserver des nouvelles surprises, mais bon, il faut raisonner avec le présent. Donc jusqu'à présent, au moins, la perception des dividendes, c'est un régime fiscal qui me paraît relativement intéressant par rapport aux autres alternatives, bien entendu. Puisque dans l'absolu, il n'y a aucune solution qui est bonne ou mauvaise. Il faut voir, lorsqu'on a une solution, si on a des alternatives meilleures ou pas. Si on n'a pas d'alternative meilleure, c'est que la solution est bonne. Si vous avez d'alternatives meilleures, c'est que votre solution n'est pas bonne. Donc j'estime que jusqu'à présent, les dividendes constituent une alternative tout à fait bonne, puisque, comme je l'ai rappelé brièvement au début de mon exposé, vous aurez toujours, et je ne pense pas que là on va raboter cet avantage fiscal, donc jusqu'à présent, et j'ai rien vu dans les textes que l'on envisage actuellement de raboter cette niche. Donc pour un couple, vous avez 6 000 € de dividendes totalement exonérés, donc autant les prendre, puisque si vous ne les prenez pas une année, ce n'est pas reportable sur l'année suivante. Au-delà de 6 000 €, vous avez un abattement de 40%. Donc, compte tenu que vos retraites ne seront pas mirobolantes, on peut dire que dans l'ensemble, les retraités, dans ce schéma-là, pourraient être imposables au taux de 30% sur 60% des dividendes qu'ils vont toucher. Donc, pour moi, actuellement, c'est une alternative qui est quand même intéressante, pas dans l'absolu, mais par rapport aux autres solutions qui sont à la disposition du libéral qui arrête son activité professionnelle. Voilà. Est-ce que, docteur Grandperret, j'ai répondu à vos attentes? Donc, vous pouvez continuer à capitaliser gaiement. À la sortie, il n'y a pas le fisc qui va vous confisquer 50% de l'épargne que vous avez réussi à constituer à l'intérieur de votre CELARL. Voilà. Donc ça, c'est a priori, ça repose sur des règles fiscales relativement stables et que les rabotages en cours, je ne pense pas qu'elles remettent en cause. Bon, mais de toute façon, même si les rabotages en cours remettraient en cause ces principes-là, on en trouvera d'autres. Vous voulez poser une question? Disons, moi, je ne suis pas encore en scène. Oui. On a correspondu il n'y a pas longtemps, je ne peux pas voir. Oui. Donc, j'ai une micro-holding. Oui. C'est bien. Et j'ai une sous-entité tout à fait officielle, puisqu'il y a une convention fiscale avec la Nouvelle-Zélande. Oui. Alors, si je changeais le siège social de la holding, c'est possible, on va dire surtout sur la retraite. À ce moment-là, je serais plutôt soumis aux lois néo-zélandaises plutôt que l'Europe française. Alors, c'est une solution pour ceux qui n'ont pas peur de bouger, éventuellement, je ne sais pas. Alors, effectivement, pour moi, vous êtes un cas particulier. Bon, c'est la première fois. Bon, j'ai des clients qui envisagent de se délocaliser au Maroc, au soleil, mais vous faites le grand saut. Disons, c'est un pays qui est, disons, la façon de vivre est plus proche de nous. C'est un pays qui est régulièrement classé sur le podium du pays concernant la corruption et qui a pour l'instant une fiscalité très stable. C'est pas comme chez nous, ça sans arrêt. Il y a juste là un petit bémol prochainement. C'est un pays dont on amortit les murs, immobiliers, que ce soit l'immobilier locatif, peu importe. Ce ne sont pas des lois économiques comme chez nous. C'est-à-dire que c'est quel que soit le revenu de la personne. Et en plus, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value immobilière. Alors maintenant, le gouvernement s'est dit, bon, c'est un effet qui se coule, ça fait trop. Donc ils vont peut-être revenir sur les amortissements, mais enfin, toujours est-il qu'il y a quand même quelques... Enfin, il n'y a pas de droit de succession non plus, donc il y a quelques avantages. Et c'est quand même un pays, bon, où ça ne déboussole pas du vivre, dans le sens où c'est pas le Maroc, quoi. C'est pas un choc culturel.
c'est un pays qui n'a pas de problème pour l'instant sociaux, etc., puisqu'ils sont que 4,2 millions pour la moitié de la surface de la France. Donc, c'est des pays en plus comme l'Australie qui n'ont pas trop picoré dans les subprimes, leurs banques sont solides. Donc, disons qu'ils ont, sans être au devant de la scène, ce sont des pays qui sont sains sur le plan économique, donc ils n'ont pas tellement de... D'ailleurs, il n'y a qu'à voir leur devise, elle est particulièrement recherchée dans le sillage du dollar australien. Donc, ça, c'est des choix, c'est peut-être très loin. Au fur et à mesure, sinon, c'est plus le mode de vie qui est intéressant que la proximité, on va dire. Alors, de toute façon, c'est délocalisé la France, et pas pour revenir sans arrêt, sinon ça n'a pas de sens. Il faut être en accord avec ses choix, on va dire, de mode de vie, de sécurité. Ça aussi, la sécurité. Bon, Al-Qaïda ne se promène pas dans ce coin-là, mais donc, il y a tout ça qui joue. Bon, ben, c'est un peu l'Europe que j'ai connue quand j'étais mangeur de kiri. Je n'ai pas l'impression que ça me donne. Quoi. Pas trop de problèmes sociaux, pas d'immigration massive. Je sais pas, quand je fais quelque chose, on le fait sur des critères qui sont personnels. Alors. Bien sûr, mais, disons, le Maroc, c'est peut-être à 2-3 heures de vol, mais enfin, c'est 25% de chômage, c'est peut-être pas possible. Enfin, il y a des attentats. Bon, là-bas, il y a des tremblements de terre, comme un Christchurch, je pense que c'est très localisé. Chacun, bon, a ses choix personnels. Quoi. Alors, si vous voulez, sur le plan fiscal... Pas de CAG, pas de CRD, ceci. Sur le plan fiscal, c'est clair qu'une holding peut se délocaliser à l'intérieur de l'Union européenne sans perdre trop de plumes. Hein. Ça, c'est évident, parce que ça, c'est des questions qui me disent, oui, actuellement, la législation française est quand même plutôt favorable, très ouverte vis-à-vis des holdings, mais qu'est-ce qui va se passer si elle se durcit? Ben, je dis au pire, si elle se durcit, vous pouvez vous délocaliser votre holding soit aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg. Bon, alors maintenant, vous me dites, ça c'est il faut voir plus loin et pourquoi pas plonger en Nouvelle-Zélande, pourquoi pas. Alors, sur les conséquences fiscales du transfert d'une holding en Nouvelle-Zélande, je suis désolé, là je ne peux pas vous répondre de but en blanc. Ce que je peux vous dire, j'ai quelques clients qui se sont délocalisés soit en Suisse ou en Belgique. La plupart des gens sont partis effectivement pour des raisons fiscales et je pense, quelle que soit l'évolution de la fiscalité française, ils ne reviendront jamais en France parce qu'ils ont trouvé dans ces deux pays une qualité de vie qu'ils n'avaient plus ou qu'ils n'auront plus jamais en France. Et vous nous dites, si on va encore plus loin, on aura probablement une qualité non seulement bien meilleure en France, et probablement meilleure qu'en Belgique ou en Suisse, pourquoi pas, mais je dois dire que j'ai jamais étudié votre projet, bon, pourquoi pas. Si pourquoi pas, c'est peut être une solution, je pense que les vagues souvenirs que j'ai de la géographie que j'ai apprise, c'est que la Nouvelle-Zélande, c'est un climat tempéré. Voilà, si vous aimez le mouton, là, il n'y a pas de problème. Et les produits laitiers, il n'y a pas de problème. Oui, pourquoi pas. Hein. Oui, je crois qu'il n'y a pas de... Bon, c'est vrai qu'avec les révolutions qui sont intervenues dans certains pays arabes, peut-être le Maroc, c'est pas forcément un cadre idéal pour un retraité. Il est peut-être à la merci d'une révolution ou des trucs. Bon, à ce moment-là, il faut qu'il prenne l'avion et le bateau pour partir, quoi. Fiscalement, le délocaliser dans un autre État de l'Union européenne, c'est possible. Sans que ça coûte cher. Hein. Enfin, c'est ça. Hein. Disons qu'après, si vous voulez, normalement, la France a signé avec la quasi-totalité des autres pays du monde ce qu'on appelle des conventions fiscales. Et donc, si monsieur souhaite se délocaliser sa holding en Nouvelle-Zélande, la première chose qu'il faut faire, c'est d'étudier la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Zélande,
de façon à voir si c'est prévu. Alors, si c'est prévu dans la convention fiscale, c'est bordé, on applique des tests. Mais j'avoue que j'ai jamais lu la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Zélande. Maintenant, comment ? Oui, selon les pays. Alors maintenant, si c'est pas prévu dans la convention fiscale, on applique le droit commun. Alors le droit commun, vous comprenez, le fisc français dit voilà, j'ai un client. S'il part en Nouvelle-Zélande, je ne le reverrai plus. Donc il va essayer de récupérer le maximum avant que vous partiez, parce qu'après il sait que vous ne paierez plus en France. Et donc la tendance naturelle, c'est de dire, on va piquer au passage le maximum. Mais bon, voilà, en dehors de ces considérations générales, je ne peux pas dire plus, mais peut-être monsieur, s'il a bien étudié, en sait plus que moi sur le sujet. Voilà, je peux arrêter, je sais qu'il y a une convention fiscale. Bon, ceci, c'est pas un paradis fiscal, la Nouvelle-Zélande, c'est pas la main, c'est pas le fiscalement. Il y a une fiscalité, et l'IS est le même. Par contre, si vous voulez, ce que je paye là-bas, je le soustrais ici. C'est transparent. Bon, donc je veux dire, on ne peut même pas dire que c'est une évasion fiscale. Ça n'est pas un abus de je ne sais pas quoi. Enfin, d'accord. Alors donc là, au niveau fiscal, la convention, d'après les informations que vous avez recueillies, est neutre. Alors au niveau social, bon, vous allez en Nouvelle-Zélande, vous avez payé des cotisations sociales toute votre vie en France. Bon, vous êtes malade en Nouvelle-Zélande, qui va payer l'hôpital, la clinique, tout ça? Alors écoutez, moi pour l'instant j'ai des patients, j'en ai pas beaucoup, qui partent vivre en Floride, oui. Qui viennent chaque année en France faire la tournée des popotes, oui. le machin, tout le c'est cotisé ça prend en charge. Pourquoi? Ils sont cotisés toute leur vie. D'accord. On a des gens qui soignent l'aide médicale d'État, etc., qui ne cotisent pas. Je veux dire, ne serait-ce que par équité, ça me paraît logique qu'on soigne ces gens-là, les gens ont toujours cotisé. Comme ça, je connais les Français qui sont en Suisse, ils viennent se faire soigner en France, parce que c'est pas loin. Bon. Comment? Ça, c'est pour les choses. Ah oui, alors, bon, ceci dit, est-ce que la sécurité sociale extra pendant 10-15 ans, je n'en sais rien. Donc, je veux dire, à ce moment-là, c'est bas de centre, etc. Et si on veut pousser encore plus loin, je dirais que, bon, dans la mesure où on n'est plus vampirisé, j'allais dire, au CSG, etc., on n'a pas assez de mettre de côté pour se payer sa propre assurance. Non, mais il faut. C'est des choix. Non, mais bien sûr que c'est des choix, mais c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en considération avant de se délocaliser. Bon, maintenant, je vais être vraiment provocateur, on est d'accord. Allez-y, mais on est là pour ça. Dans 10-15 ans, qu'est-ce qu'il y aura encore dans les hôpitaux français? 60% de médecins étrangers, etc. Est-ce que cette qualité sera encore aussi bonne que ça? Oui, enfin, je veux dire... Ils reparlent aux Zélandais. Non, ça est d'accord. Mais disons que, bon, à la limite, ouais, je veux dire, tout peut changer. Le problème aussi, c'est cette volatilité fiscale. Il n'y a pas une année où on change de règle de jeu. C'est lassant. Alors, je préfère encore m'installer et payer une fiscalité, même équivalente au départ, dans un autre pays, mais dont je sais qu'il a une stabilité, parce qu'ils ont des vertus. Ils ne sont pas 36 000 députés, 36 000 machins, ils n'ont pas des dom-toms, ils n'ont pas des machins. Ils ne se font pas la guerre aux quatre coins du monde. Bref, ils ne sont pas plombés. Eux, ils ont gardé leurs 3 arts, comme l'Australie, etc. Parce qu'en fait, ils ne se mettent pas de 36 000 choses qui d'ailleurs n'en profitent pas au final. Quoi. Et là, c'est encore les Chinois qui vont rafler la Libye à tous les coups. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ils étaient avant, donc ils vont y rester. Mais, puisque vous parlez des... Puisque vous parlez des soins, je peux vous dire, puisque j'ai des clients qui sont en Suisse, et ils me disent que dans les hôpitaux de la Suisse francophone, la moitié du personnel, c'est des Français, si vous voulez. Ils gagnent le double qu'en France, mais ils travaillent un peu plus quand même. Hein. Mais une infirmière qui va travailler en Suisse, elle gagne le double qu'en France. Voilà. Et donc, si vous voulez, donc un Français qui va en Suisse, il a 50% de chance d'être soigné par un Français. Voilà, mais c'est un Suisse francophone quand même. Hein. Oui, bien sûr.
j'ai pas dit que c'était sans conséquence. On en revient au même schéma. Il faut examiner la convention fiscale. Si c'est prévu, ben on sait à quelle sauce on est mangé. Si c'est pas prévu, il ne faut pas vous faire d'illusions. Le fisc ne va pas vous laisser partir sans vous dépouiller au maximum. Voilà. Donc, malheureusement, c'est très intéressant, mais c'est des domaines que pour lesquels je ne travaille pas tous les jours, et qu'en dehors de ces généralités, je ne peux pas répondre au tac au tac. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, en parlant de la selle, on débouche sur des problèmes extrêmement divers et variés, et comme il faut respecter l'horaire et que je crois qu'il y a prévu du café ou quelque chose, je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes et ensuite, dans 5 minutes, si vous voulez bien, on reprend sur initiation à la micro-holding familiale. Voilà.